Mais bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à notre webinaire 3 pratiques de gouvernance qui changeront radicalement votre OBNL. Je suis Marc-Antoine Lebert, responsable des ventes services professionnels chez Yapla. Pour ceux qui connaîtraient pas Yapla parmi nous, en fait, on est une solution là, de gestion de paiement en ligne pour OBNL. Je suis aujourd'hui accompagné de Stéphane Parent, dirigeant et formateur là, chez Espace OBNL, qui va pouvoir nous donner ce magnifique webinaire aujourd'hui. Si tu veux, Stéphane, je te laisse prendre la parole. Merci Marc-Antoine, merci à Yapla. D'entrée de jeu, je veux aussi dire que ceux qui venaient sur le site Internet d'Espace OBNL, vous passez par un site Internet qui est soutenu par Yapla. Là, on est deux organisations partenaires depuis les débuts d'Espace OBNL, puis c'est important, je pense, de le dire, parce que des partenaires qui sont là depuis le début méritent qu'on en parle à chaque jour. Ceux qui ne connaissent pas... Oui, excuse-moi Marc-Antoine. Je disais merci. Parfait. Ceux qui ne connaissaient pas encore Espace OBNL, ce qu'on fait, c'est qu'on rapproche, on inspire puis on informe les gestionnaires et les dirigeants d'OBNL à travers tous les milieux et à travers le Québec. Donc, notre quotidien, c'est beaucoup avec les directions générales, les autres gens en poste de direction et les administrateurs, les administratrices. Un petit survol très rapide, juste pour que vous ayez une idée de ce qui vous attend si vous venez chez nous. On a beaucoup de contenu gratuit en ligne, des textes, des outils. On a plus de 180 capsules vidéo sur notre chaîne YouTube, des communautés numériques quand même pas mal actives. On est dans le domaine beaucoup du développement de compétences, donc de la formation. D'ailleurs, le webinaire d'aujourd'hui, c'est extrait de 2 formations qu'on donne sur la gouvernance. Donc, on fait aussi de la formation privée pour les groupes et on a une série de formations préenregistrées qu'on continue à bonifier. Au niveau des produits qu'on vous offre, on a une série, presque une 60aine de gabarits qu'on appelle en anglais des templates, là, sur lesquels vous pouvez, au lieu de vous retaper la rédaction d'une politique, là, ça se peut qu'on l'ait déjà tout fait. On a aussi un processus d'évaluation du conseil d'administration et on a fait 2 études sur la rémunération des gestionnaires d'OBNL. Donc, on a la rémunération sur 19 postes à travers les 17 régions administratives et les 14 secteurs. Finalement, aussi, plateforme d'affichage d'offres d'emploi, une des rares, si vous avez besoin d'engager une direction générale ou un poste en gestion, on a une offre de coaching personnalisé et plusieurs événements numériques. La formation d'aujourd'hui se trouve à plusieurs confins de ce que c'est la gestion d'OBNL et la gouvernance d'OBNL, parce qu'on doit parler des deux ce matin. Vous voyez à l'écran ce que ça veut dire être DG, mais c'est aussi un peu une façon d'illustrer la complexité de l'OBNL en tant que tel. Et le sujet qu'on va traiter aujourd'hui au niveau de la gouvernance, oui, il va s'installer dans la gouvernance, mais il y a des éléments de communication, il y a des éléments de service aux membres, il y a des éléments reliés à la gestion des humains, à la gestion des bénévoles. Fait que c'est rare qu'on a juste une seule dynamique quand on parle de gouvernance. D'entrée de jeu, un petit rappel sur comment ça fonctionne un OBNL, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui sait comment ça fonctionne. Donc, on part souvent de l'Assemblée générale qui va faire une élection ou une nomination des administrateurs et les administrateurs vont se ramasser à transférer le tout à un comité exécutif ou une direction générale. Là, vous avez un modèle qui est sans employé, mais le modèle avec employé, on installerait la direction générale à la place du comité exécutif, puis ça nous donnerait la structure qu'on a très souvent. Je vais d'ailleurs beaucoup me baser sur ça aujourd'hui, sur une structure avec des employés puis une direction. Parce que c'est peut-être la plus complexe, c'est celle qui va demander le plus d'explications ici. Dans le transfert de ces responsabilités-là, on donne aux administrateurs un rôle de fiduciaire et de mandataire. On reste aussi dans une gestion collective qui va amener un paquet d'enjeux que vous connaissez, puis moi, je vais essayer de vous présenter 3 solutions aujourd'hui à ce niveau-là. Petit résumé rapide aussi des rôles et des responsabilités. Donc, question d'établir un peu qui fait quoi dans un conseil d'administration. Il y a premièrement la différence entre la gouvernance et la gestion. C'est le premier concept qu'on doit comprendre. Et dans la gouvernance qui est assumée par le conseil d'administration, on a le rôle d'être gardien du futur et du présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le conseil d'administration qui est responsable de donner les enlignements et de s'assurer que l'organisation va le suivre, parce qu'on va en parler. Il y a aussi une responsabilité de création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes et le rôle de supervision et de conformité. Donc, les administrateurs ont le devoir de s'assurer que l'organisme correspond à toutes les lois.
La direction générale, quant à elle, elle va soutenir son CA à travers l'information et va s'occuper de la gestion des opérations aussi. Je pense que c'est le côté quotidien que vous vivez. Première pratique que je veux aborder avec vous, puis les trois qu'on va voir, peut-être pour certains d'entre vous, ça ne sera pas des nouvelles choses. Moi, je sais que beaucoup d'entre vous, il y a plusieurs de ces concepts-là qui ne sont, peut-être que vous les connaissez, mais que vous ne les avez pas encore intégrés. Le premier concept que je veux regarder avec vous, c'est la gestion de l'organisation en fonction de l'utilisation de son plan stratégique comme outil de gestion. Là, je ne veux pas passer de temps sur comment on fait un plan stratégique. On va ramener un petit tableau de synthèse sur la mécanique. Je veux surtout qu'on regarde comment on va l'utiliser. Donc, éviter que l'exercice de planification stratégique termine sur une tablette et qu'on en reparle juste 3 ans ou 5 ans plus tard, ce qu'on voit quand même régulièrement. C'est important de rappeler que le plan stratégique a un objectif de nous donner une orientation, un but, un objectif plus global en termes d'organisation et vient articuler comment on va mettre en place notre mission et qu'est-ce qu'on veut comme résultat dans cette atteinte de mission-là. C'est sûr qu'on est dans une première vision à long terme. Et après ça, on va décomposer le plan stratégique en plan d'action pour nous permettre d'arriver sur ce qu'on va faire dans les 12 prochains mois. Si je reprends très rapidement la méthodologie du plan stratégique, parce qu'il y a des éléments super importants dans cette méthodologie-là. La méthodologie que vous avez à l'écran, ce n'est pas tout le monde qui prend cette méthode-là. Elle est très synthésée. Fait que dépendamment avec qui vous travaillez, dépendamment avec quelle méthode, pas juste méthode, mais quelle approche vous allez avoir, ça peut que ça va être un peu différent. Mais j'ai pris quand même le modèle que je vois le plus souvent dans les OBNL. Donc, la première section, celle qui est avec la flèche bleue, c'est où nous sommes. C'est le point de départ. Donc, on va collecter nos données. On va très souvent faire des exercices d'analyse et des rencontres avec l'équipe, avec les différentes parties prenantes, avec nos membres, etc. Donc, à partir de là, ça va être vraiment de faire un état de situation à ce niveau-là. Le contexte va nous amener après ça à revisiter ou reconfirmer ce qu'on appelle les composantes de base. Okay? Donc, les composantes de base, il y a la mission, il y a la vision, il y a les valeurs. Ça, je pense que c'est important de reconsidérer le tout. Ça reste, ces composantes de base-là, une prérogative du conseil d'administration et ça se doit d'évoluer et de changer. Après ça, on arrive vraiment plus là, dans le crunch qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, le conseil d'administration a une responsabilité de placer les objectifs stratégiques, donc d'aussi faire ce qu'on appelle prendre une posture stratégique. Et là où le secret de la planif est important, c'est la mise en place des indicateurs. Donc, quels vont être les indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer si on a atteint ou pas nos objectifs? Donc, ça c'est une opération qui appartient au conseil d'administration en collaboration avec la direction générale. Ces indicateurs-là, on va les utiliser, vous allez voir tantôt, dans le tableau de bord de gestion et dans l'évaluation du DG, etc., etc., etc. Fait que ça, c'est déjà peut-être là dans les éléments qui sont nouveaux ce midi, la mise en place des indicateurs et l'utilisation des indicateurs à travers tout le processus de gouvernance vont être importants. La dernière section, qui est une section qui appartient à la direction générale, c'est celle du plan d'action. Donc, de parler des différents projets qui vont permettre d'atteindre ces objectifs stratégiques-là, de les établir dans un calendrier et d'établir les ressources qui vont dans ce plan d'action-là. Et les ressources, on va parler, très souvent, je vois des conseils d'administration ou des organismes qui parlent de leurs ressources financières, mais qui oublient la partie des ressources humaines. Donc, si je peux vous donner un petit truc ou un petit devoir pour déjà faire une première action pour aller vers ça, c'est que quand vous allez créer votre fichier Excel avec tous vos projets, vous allez avoir une colonne qui va être celle des ressources financières, mais je vous rajouterais, moi, une colonne qui serait celle des ressources humaines et faire une évaluation de chacune des actions en fonction du nombre d'heures qui est nécessaire. Donc là, vous allez mettre, mettons, augmentation du membership, travailler sur une nouvelle campagne, ça prend 3000 heures. Là, on fait le total de cette colonne-là en termes d'heures et je vous garantis qu'il va y avoir un résultat presque universel pour toutes les organisations qui sont à l'écoute. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas l'équipe nécessaire pour livrer tout ce qu'on vous demande en termes de planification stratégique. Donc, le premier réflexe
au niveau de la gestion par rapport à l'utilisation du plan stratégique, c'est soit de revisiter nos priorités ou soit de composer avec des nouveaux objectifs stratégiques qui seront de se doter de l'équipe. Donc, d'embaucher, d'aller chercher les ressources financières, etc., puis d'introduire les bonnes personnes et les bons profils de personnes. Je vais en reparler un petit peu tantôt, vous allez voir. Une fois qu'on a ce plan stratégique-là, bien, on a un guide de travail pour l'année. Donc, c'est peut-être la première base. Toutes les ABNL qui sont à l'écoute aujourd'hui, vous devriez, dans votre planification stratégique, avoir au moins 4 enjeux stratégiques qui sont les mêmes pour tout le monde. Le premier, mes amis de chez Yapla vont aimer ça, c'est l'amélioration et la transformation numérique. Il n'y a pas une organisation qui est assez en avance pour dire que ça ne fait pas partie de sa stratégie. Après ça, le deuxième point qui va être commun à toutes les OBNL en termes de stratégie, ça va être l'amélioration constante de la gouvernance. Le troisième point, c'est la politique et la gestion globale des ressources humaines. On s'entend qu'avec ce qui s'est passé dans les dernières années, à savoir comme le télétravail, par exemple, on a toujours des nouvelles politiques de ressources humaines à mettre à jour et des fois à les composer avec. Là. Le télétravail, c'est un exemple, mais il y en a plusieurs autres. Et finalement, le rattrapage et l'amélioration des conditions de travail. Là-dedans, il y a, c'est sûr, une question reliée au salaire, mais il y a aussi la question reliée au régime de retraite, aux assurances et aussi le débat des heures supplémentaires, là, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de difficultés à faire des heures supplémentaires aux gens qui ont vraiment comme priorité la conciliation travail-famille. Un autre des aspects où on va utiliser le plan stratégique, mais je reviens surtout sur les indicateurs, c'est dans les notions de performance. Les indicateurs sont là pour nous permettre de mesurer notre avancement dans notre stratégie, mais sont aussi là pour nous permettre de dire est-ce qu'on est en augmentation de performance? Donc, est-ce qu'on fait plus avec les ressources financières qu'on a? Est-ce qu'on réussit à avoir vraiment la portée sociale ou la portée de mission qu'on voudrait avoir? Parce que le but ultime d'un OBNL, là, ça serait sa disparition. Là, vous allez me dire, attends, qu'est-ce que tu dis là, Stéphane? Ben oui, parce que si on a accompli notre mission, le besoin qui est là, le besoin social, économique, de développement, ben, il disparaît. Donc, on voudrait aller vers une abolition des OBNL par une portée de mission qui est vraiment maximisée. Donc, les objectifs stratégiques, les indicateurs vont vraiment prendre leur racine dans l'évaluation de ces performances-là, puis ils vont vous permettre, à travers vos rencontres de conseil d'administration, de monter des outils qui vont permettre une supervision identique d'une rencontre à l'autre dans le temps. Ça, c'est peut-être la façon la plus intéressante de voir l'outil de gestion qui est la planification stratégique. L'autre élément aussi de la planification stratégique, ça va vous donner des indices sur des gestes que vous allez avoir à faire dans le futur. Je les ai mis en résumé, là, mais on va les regarder en détail. Là. Le premier élément, c'est l'encadrement et l'évaluation de la direction. Ici, il y a différentes écoles de pensée. Mais je veux vous parler d'une que j'entends et que je trouve quand même intéressante, qui est celle de dire que le contrat de travail et le processus d'évaluation devrait être fait en fonction de l'atteinte des objectifs stratégiques. Donc, parce que c'est la commande qu'on passe à notre direction générale, c'est la commande qu'on passe à notre équipe. Donc, c'est l'atteinte de ces objectifs-là qui devrait donner les éléments d'évaluation. Puis même, dans certains cas, les éléments de bonification. Si on a mis des indicateurs en place, on s'est mis des objectifs qui sont, bien, on va avoir des dépassements de résultats peut-être. Donc, c'est peut-être intéressant de stimuler l'atteinte de ces objectifs-là ou même les dépassements par de la bonification. Puis, ce que notre étude sur la rémunération nous dit, c'est que la bonification comme outil de rémunération est en augmentation de presque une dizaine de pourcents depuis 2021. Là. Notre dernière étude, c'est 2023. Puis en 2021-2023, on a vu une progression des DG qui sont rémunérés avec des bonis ou même des pourcentages de commission sur des nouveaux projets. Ça ne s'applique pas à tous les domaines. Je sais que le milieu communautaire, le milieu de la philanthropie, ce n'est pas nécessairement bien vu et ça ne fait pas partie des comportements éthiques, mais dans le domaine du milieu du développement économique, dans le milieu du tourisme, de l'événementiel, on va voir ce type d'éléments-là de plus en plus. L'autre élément où on va se servir du plan stratégique ou des deux, là, du plan d'action et du plan stratégique, c'est dans le suivi de l'exécution.
Donc, on devrait, dans nos ordres du jour de conseil d'administration, avoir toujours un point statutaire sur ces résultats-là. OK? Donc, où on en est, qu'est-ce qui se passe? Donc, au lieu d'avoir un rapport de DG qui soit fait aléatoire, bien, on pourrait avoir un rapport d'opération qui reprend les grands objectifs stratégiques. Donc, on structure nos suivis, on structure notre ordre du jour et à la fin de l'année, on se pose des questions sur où on est rendu, puis est-ce que ce qu'on a planifié sur les 3 prochaines années, c'est encore valide ou on a besoin de revenir? Parce que le défaut, c'est de se dire, on fait l'exercice, puis on en reparle juste dans 3 ans. Mais ça devrait être ajusté à chaque moment. Nancy, pour ta réponse sur l'étude 2023, vous l'avez trouvée sur notre site Internet. Elle est sortie depuis le mois de juin 2023, l'étude. Après ça, le plan stratégique prend aussi sa place dans une vision trimestrielle. Ce que je veux dire par là, c'est que plusieurs OBNL ont une méthodologie de rencontre de conseil d'administration qui est au mois ou presque aux 6 semaines. Donc, quand on voit des conseils d'administration qui font 8, 10, 12 rencontres par année, bien, on se rend compte en général que quand on regarde leur ordre du jour, il y a trop d'opérationnel là-dedans. Ou il y a une direction générale qui n'a pas la marge de manœuvre pour assurer sa gestion au quotidien. Fait que de plus en plus, on a une recommandation vers une vision trimestrielle du conseil d'administration, entre autres sur les rapports financiers. Parce que quand on a un résultat mensuel, ben on a le nez collé. S'il y a une fluctuation dans le mois, ben des fois, on va avoir des réflexes d'urgence ou pas d'urgence, puis ça peut erroner nos décisions au conseil d'administration. Je vous invite peut-être là à discuter de ça, puis je sais que moi, j'en reparle plus dans ma formation sur les rôles et les responsabilités. La vision aussi de l'utilisation du plan stratégique comme outil de gestion, c'est aussi l'idée d'arriver avec les projets majeurs comme étant séparés. Quand on a des projets majeurs, donc un projet majeur en OBNL, là, ça va être quoi? Un déménagement, une construction, des rénovations, l'implantation d'une nouvelle technologie, comme un logiciel de gestion et de paiement, par exemple. Ça, c'est des gros changements. Fait que ça devient intéressant de se dire qu'on détache du conseil d'administration un comité spécifique pour la gestion des projets majeurs. Okay? Parce que ces projets-là ont des risques et ont des besoins de suivi spécifiques. Je vais revenir tantôt sur la gestion des comités parce que ça fait partie du deuxième point de changement. Puis vous allez voir, je vais revenir sur certains aspects qui vont être intéressants aussi. Gardez en tête qu'un comité, c'est pour travailler une thématique, puis après ça, le comité va faire des recommandations au conseil d'administration, qui là, les décisions sont prises par l'ensemble du conseil. Ce qui est intéressant avec l'idée de détacher les projets majeurs, c'est toute la question de l'orientation de la décision et en anglais, on dit du follow-up, de la mécanique de suivi. Donc, on prend en aparté ces gros projets majeurs-là, où il y a des administrateurs qui sont impliqués là-dedans et où ils vont pouvoir, à fur et à mesure, faire avancer ces projets-là. Puis vous allez voir, là, je vais revenir sur les responsabilités de comité, mais c'est juste que les projets majeurs dans votre vision stratégique devraient être détachés et devraient faire partie de suivi spécifique. Là, on arrive après ça au fameux tableau de bord de gestion. Aïe, 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 ça, c'est un souhait de beaucoup de monde, mais il y a très peu d'organismes qui en ont un, pour toutes sortes de raisons. La première raison que je vois au quotidien, c'est la compréhension de ce que c'est un tableau de bord de gestion et à quoi ça sert, puis comment on s'en sert aussi. Le premier élément sur lequel je vais vous apporter, c'est que le tableau de bord de gestion, ce sont des données qu'on amène en tant que direction à son conseil d'administration. Et le conseil d'administration va vouloir les suivre, les évaluer et les questionner, ces données-là. Okay? Le tableau de bord de gestion, d'une rencontre à l'autre, devrait comporter les mêmes données et la même façon de faire. Ça devrait être un point statutaire dans la préparation du conseil et dans le déroulement de la rencontre aussi. Là, il n'y a pas un modèle universel des tableaux de bord de gestion, mais je vais vous amener un tableau de bord de gestion en 4 sections. OK? Puis là-dedans, on va reprendre nos indicateurs qu'on a placés tantôt. C'est là où les deux commencent à avoir un élément qui est intéressant.
Les 4 sections d'un tableau de bord de gestion en OBNL, il va y avoir une partie financière, il va y avoir une partie humaine, une partie opérationnelle, puis une partie mission. Dans la partie financière, ce que vous avez besoin de savoir, OK, un organisme qui a un budget élevé ne travaille rarement avec des états financiers complets d'un trimestre à l'autre. Ils ont des indicateurs pour leur permettre d'avancer. Est-ce que j'ai besoin d'un état financier complet pour connaître la situation de mon organisme? Non. J'ai besoin de certaines données stratégiques spécifiques, comme mes recevables, comme mon écart à mon budget. Ça c'est des données, là. Donc, c'est ces données-là, dans la partie financière, qu'on va suivre d'une rencontre à l'autre. Au lieu de toujours se dire, à chaque rencontre, je suis obligé de sortir un état financier complet. Puis ce qui est intéressant dans l'idée de la partie financière, c'est que ce sont les indicateurs qu'on va avoir mis en place. Je vous donne un exemple. Si votre organisme, dans sa planification stratégique, a déterminé qu'il fallait augmenter le membership. Ça, c'est l'objectif stratégique. On augmente la quantité de membres. Dans la partie financière, ce qu'on va suivre, c'est la variation de revenus par rapport à la catégorie membre. Donc, on a une donnée spécifique par rapport à un objectif spécifique. Ça va assez bien. Après ça, la partie humaine, parce qu'on s'entend, là, on parle tous de pénurie de main-d'œuvre, mais qu'est-ce qu'on fait, puis comment on s'équipe pour être le moins impacté possible? Ce qu'on va suivre comme indicateur, par exemple, c'est le taux de roulement de nos employés. Ça fait partie d'un indicateur. Combien j'ai de personnes en congé de maladie? C'est un autre indicateur de comment se portent mes ressources humaines. Mes postes, quand je publie des postes, combien de temps ils sont ouverts avant que je les ferme? Est-ce que je suis rendu un troisième affichage? Fait que ce genre de données-là va donner de l'information au conseil d'administration où il va pouvoir avoir des réflexions sur se dire, est-ce que nos conditions salariales sont adéquates? Est-ce que notre culture est intéressante? Fait que là, on arrive avec des données qui nous donnent de l'information pour avoir des discussions stratégiques qui font partie du rôle du conseil d'administration. Après ça, la partie opérationnelle, c'est la partie peut-être qu'on connaît le plus. Les statistiques reliées à nos activités, nos programmes et nos services. C'est notre taux d'occupation dans nos événements, par exemple, ainsi de suite. Ça, c'est relativement des choses que vous contrôlez déjà. Mais je reviens sur le fait que les données et les chiffres que vous allez mettre là sont en lien en fonction de votre planification stratégique. Et finalement, la partie mission, c'est peut-être celle qui est la plus difficile à évaluer. Mettons, d'un trimestre à l'autre, comment avez-vous accompli votre mission? Là-dedans, il y a du qualitatif. Mais comme je disais, il n'y a pas deux organisations qui sont pareilles. Je vous ai mis quelques exemples de données clés, qu'on appelle les KPI en anglais. Donc, la participation aux activités, le nombre de membres, le volume de dons en discussion si vous êtes dans la philanthropie, le nombre de demandes de soutien. Ça va donner des exercices. Si vous avez un objectif stratégique d'augmenter votre financement, ça, c'est deux données que vous devriez suivre. Et le tableau de bord de gestion au niveau du secret vous donne aussi les informations pour faire votre reddition de compte. Parce que les indicateurs que vous êtes donnés quand vous allez présenter votre rapport à la fois à votre AGA, mais aussi à certains bailleurs de fonds, mais vous allez avoir des données qui vont être évocatrices de votre progression, puis qui vont vous permettre d'avoir un langage commun avec vos bailleurs de fonds et vos membres. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est capable aussi d'extraire de l'information qu'on va transférer à nos employés, à nos bénévoles et à nos membres pour qu'ils soient au courant de comment évolue. Puis ça fait partie de la vie associative. Souvent, on parle de vie associative, on a un petit peu de misère à détacher ce qu'on doit faire dans la vie associative, puis le plan stratégique comme outil de gestion, mais au moins la particularité de faire le suivi avec nous donne des informations pour améliorer le tout. Ça va nous permettre aussi une gestion optimale des ressources de se servir du plan stratégique. Je parlais entre autres là, des ressources financières, des ressources humaines. On en manque-tu? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher, ainsi de suite. Ça va nous permettre de prioriser, je l'ai parlé tantôt. Ça nous aide à quantifier c'est quoi nos besoins de revenus. Parce que là, de la façon dont votre organisation se développe, il peut y avoir une grande différence entre moi, j'ai une organisation qui se développe par les programmes, les produits, les services qu'on est capable d'aller chercher en termes de financement ou en fonction des besoins. Fait que ça fait deux éléments qui sont absolument différents aussi à envisager. Et il va y avoir tout ce qui s'appelle l'évaluation des risques et la mise à jour à ce niveau-là
à faire en fonction des objectifs stratégiques. Fait que quand on a nos objectifs stratégiques, quand on fait notre exercice d'évaluation des risques, on est connecté sur les nouveaux risques. Donc, est-ce qu'on va avoir des besoins de nouvelles assurances? Est-ce qu'on a des risques financiers dans ces nouveaux projets-là qu'il faut considérer? Puis, c'est des éléments qui vont rajouter à la gouvernance dans son volet de supervision et de conformité. On a une formation spécifique sur la gestion des risques. Je n'irai pas très loin. La planification stratégique aussi devrait faire un exercice. Vous devriez faire un exercice avec votre comité de ressources humaines sur quels vont être vos besoins de ressources humaines par rapport à vos enjeux stratégiques. Donc, la planification. Regardez aussi s'il n'y a pas des modes de travail alternatifs, donc de la pige, des contrats court terme, ainsi de suite. On est très fort au Québec sur aller chercher des employés à temps plein, mais très souvent, c'est des programmes de financement qu'on a. On fait quoi avec l'employé une fois qu'on a le programme est terminé? Puis là, des fois, on se met dans des situations involontairement où il faut que je trouve d'autres financements pour continuer à payer mon monde. Mais des fois, il y a peut-être des façons de faire alternatives qui nous permettent de travailler pour continuer à livrer nos projets, mais sans avoir ce risque-là supplémentaire. Et vous allez avoir des discussions sur la rémunération. On est le lendemain de budget. Je ne sais pas si vos secteurs ressemblent à beaucoup de secteurs qu'on a vus dans le milieu des OBNL, mais il n'y a pas beaucoup d'indexations qui ont été prévues dans le budget, puis il n'y a pas beaucoup de nouveaux montants dans le budget. Donc, l'inflation considérant, là, vous allez avoir des discussions. Puis c'est beau de dire au gouvernement, ça nous prend plus, ça nous prend plus, ça nous prend plus. Mais à un moment donné, il va arriver un écart où vous allez devoir trouver d'autres façons de faire à l'interne, puis de gérer vos politiques de rémunération d'une façon peut-être plus proactive. Puis ça prend un rôle du conseil d'administration là-dedans. C'est pas juste à la direction générale de réclamer plus d'argent, c'est l'organisation qui doit se débrouiller pour trouver une nouvelle façon de financer les écarts entre le financement public et les besoins de l'organisation. Ça conclut peut-être le premier morceau qui était le plus long. La deuxième pratique qui fait le plus de différence, c'est l'accueil des administrateurs. Là, vous êtes une cinquantaine en ligne. Si je posais la question qui a un modèle, ou qui a un processus écrit d'accueil de ces administrateurs, il y en a très peu qui lèveraient la main. Pourtant, le processus d'accueil est hyper important. C'est ce qui va bonifier l'expérience. C'est ce qui va vous permettre aussi de placer les rôles, les responsabilités, donc éviter beaucoup de problèmes par la suite. Ça va vous aider à mettre à niveau un programme de mise à jour des connaissances. Vous allez voir un administrateur qui est bien reçu. Vous allez voir à quel point ça augmente sa mobilisation. Mais avant tout, ça permet une implication puis une volonté de contribution qui est encore plus grande. Donc, ça fait partie du taux de rétention des administrateurs. Et on se rend compte qu'il y a une grande proportion, je dirais, d'organisations qui développent des problèmes parce qu'ils ont sauté cette étape-là d'accueil. Moi, je vous propose un processus d'accueil en 7 étapes. Puis vous les avez ici, mais on va les passer en détail. La première étape, ça se passe avant et pendant l'Assemblée générale. Être réaliste. Soyez réaliste sur ce que ça représente être un administrateur. C'est pas vrai que c'est 4 rencontres par année avec des sandwichs, puis c'est tout. Non, ça prend plus que ça. Fait que là, quand vous allez publier vos postes, soyez réaliste sur le temps que ça demande pendant les rencontres, le temps que ça demande au-delà des rencontres et le temps que ça demande aussi de contribuer aux différents comités. Après ça, quand vous publiez les postes disponibles, vous pouvez publier les profils que vous espérez. Ça va vous aider aussi. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la remise du guide de l'administrateur. Le guide de l'administrateur, dans le temps, c'était un gros cartable. Maintenant, c'est un fichier partagé dans lequel on va retrouver une série de documents. Il va y avoir les règlements généraux, le code d'éthique, les procès-verbaux de la dernière année, les politiques qui concernent le conseil, une copie du plan stratégique, les états financiers, la preuve d'assurance responsabilité et les autres documents qui sont utiles à la fonction d'administrateur. Là, vous allez me dire, Stéphane, c'est bien beau ça, mais mon monde, ils ne lisent pas. C'est là où la troisième et la quatrième étape arrivent. La troisième étape, c'est une rencontre avec la présidence. Et la première question que la présidence va poser au nouvel administrateur, as-tu des questions sur ton guide de l'administrateur?
Là, il y a toujours deux cas types. S'ils l'ont lu, ils vont poser leurs questions. S'ils ne l'ont pas lu, ils vont dire non, je n'ai pas de questions. Attends, là, ça ne se peut pas que tu n'aies pas de questions. Ouais, mais je ne l'ai pas lu finalement. Parfait. La prochaine étape du processus d'accueil, tu vas rencontrer la DG. Puis elle va te demander la même question que moi. As-tu des questions? Fait que tu as intérêt à les lire d'ici à ce que tu rencontres la DG dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Fait que voyez-vous que dans l'idée d'accompagner, on s'assure qu'il y a une prise en charge dès le début. Fait que déjà là, on fait une mise à niveau. Ils auront, après 4-5 étapes, déjà lu leurs documents. C'est déjà beaucoup. Fait que là-dedans, dans la rencontre avec la présidence, il y a l'explication du déroulement des rencontres. La présidence se concentre sur les rencontres de CA. La 4e étape, c'est la rencontre avec la direction générale. Première question de la direction générale, avez-vous lu vos documents? Je reviens sur le même principe. Et là, on est dans une fonction différente. La DG, elle ne va pas dire comment ça fonctionne, elle va expliquer ce que vous faites. Donc, c'est quoi l'aspect opérationnel? Comment ça fonctionne? Il y a combien d'employés? C'est quoi les produits? C'est quoi les services? Etc., etc. La 2e étape dans cette rencontre-là, la DG devrait prendre de l'information sur c'est quoi que la contribution que l'administrateur peut amener. C'est quoi ton réseau de contacts? Y a-t-il des gens que tu penses qui pourraient nous aider et sur qui je devrais faire des suivis, ainsi de suite? Ces 2 conversations-là, ces 3 conversations-là, vous n'avez jamais le temps de faire ça dans des rencontres de conseil. C'est important que ça soit fait avant que les gens siègent à la première rencontre. La 5e étape, c'est de faire un maillage entre les anciens administrateurs et les nouveaux. Donc, chaque nouvel administrateur se voit attribuer un ancien avec lequel il va être en lien, puis ça va lui donner une référence autre que la présidence ou que la direction générale sur le fonctionnement du conseil d'administration. La 6e étape, c'est une formation en gouvernance. Là, j'ai toujours 2 cas types. J'ai des gens qui n'ont jamais siégé sur un conseil d'administration, qui ont besoin d'une formation en gouvernance, et j'ai les gens qui, ça fait 25 ans qu'ils siègent sur 8 CA, puis qui pensent que la gouvernance qu'ils ont pris, puis qu'ils font depuis 25 ans, c'est encore comme ça que ça devrait se faire. Fait que dans les 2 cas types, on a besoin de formation, puis on a besoin de mettre à jour ce qui vient de changer. Puis vous allez voir, quand je vais arriver dans la 3e pratique, ça, c'est un changement majeur qui a besoin d'être mis en place. Fait que la formation va permettre aussi de faire une mise à niveau de tout le monde. Puis là, la formation, vous dites, ouais, mais Stéphane, on n'a pas les moyens de se payer un consultant toutes les années. Parfait. Il existe des formations. Nous, on en offre une, le Collège d'administrateurs. Il y a plusieurs organisations qui vont offrir une formation préenregistrée. Donc, au lieu que ça vous coûte 2 000 à 3 000 faire venir un consultant, mais ça va peut-être vous coûter 200 $ par personne. C'est 10 modules. En tout cas, la note, c'est 10 modules, 2 heures de temps. Fait que tu en achètes 2 parce que tu as 2 ou 3 administrateurs, mais tu as quand même ce volet-là de formation et de compréhension du fonctionnement des rôles et des responsabilités. Et finalement, la 7e étape, après 2-3 rencontres de CA, on ramasse nos nouveaux administrateurs, notre présidence, notre direction générale. Comment ça va? Fait que là, c'est important de dire, on valide. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des éléments que vous avez vus à date, vous n'étiez pas confortable? Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez changer? Comment vous vous sentez impliqué? Et ainsi de suite. Fait que voyez-vous qu'en cette étape-là, on a vraiment une prise en charge des personnes qui arrivent, un niveau d'apprentissage de ce qu'ils vont devoir y faire. Fait qu'on a réduit la possibilité de problématiques énormément. Et en même temps, on va atteindre un niveau de mobilisation que quand vous allez rajouter des choses, puis là, je vais parler des comités après, plus il va y avoir des travaux à faire, plus les gens vont « Wow, c'est le fun, c'est organisé, je veux m'impliquer plus. » Parce que la discussion que j'entends régulièrement, j'entends plusieurs choses régulièrement. Ah, c'est difficile de recruter des bénévoles. Ça, je l'entends très, très souvent. La deuxième chose que j'entends souvent, c'est « Ah, ben là, nos bénévoles n'ont pas beaucoup de temps, il ne faut pas trop leur en demander. » Mais c'est drôle, hein? Quand on arrive dans des organisations qui ont fait ces processus-là, qui sont bien structurés, on a des PDG de compagnies qui rapportent 1 milliard par année et qui s'impliquent 300 heures par année. Le problème, premièrement, dans la perception que les gens ne veulent pas s'impliquer, c'est que souvent, on a une organisation qui est mal structurée pour leur permettre de s'impliquer, puis qui n'est pas motivante à vouloir s'impliquer. C'est sûr et certain que vous allez perdre vos administrateurs si vous avez une gouvernance qui est bancale et qui shake un peu quand on la secoue. Okay? Ça, c'est certain. Puis c'est vrai aussi que si les gens ne sont pas mobilisés, donc s'ils n'ont rien à faire, vous louez
Tu veux tuer quelqu'un assis là à rien faire. Vous avez déjà entendu ça, j'imagine? Là, c'est encore plus vrai avec des administrateurs. Puis quand on a des administrateurs ou des conseils d'administration composés de plantes vertes et de couleuvres, les plantes vertes, j'explique, c'est la personne qui est là mais qui ne dit pas un mot. Celle-là, vous la connaissez. La couleuvre, c'est celle, quand il est le temps de travailler, elle se pose en dessous des roches. Ces types d'administrateurs-là sont très souvent existants parce qu'il n'y a pas de structure de mise en place pour les intégrer. C'est là où la troisième pratique arrive vraiment pour faire un changement fondamental, mais c'est le travail en comité. Là, vous allez me dire, ouais, mais des comités, il y en a. On a, nous autres, des comités, puis ça n'a pas changé notre vie. Parfait. On va regarder, premièrement, c'est quoi la limite du comité, puis après ça, je vais vous proposer une structure et des types de comités et des façons de faire pour organiser les comités. La première chose, c'est que les comités dans un OBNL ne sont pas décisionnels. Okay? Le principe dans l'organisation collective, que ce soit l'OBNL ou la coop, c'est la même chose. Là. Quand la décision elle est prise par l'ensemble du conseil d'administration et ce sont des décisions solidaires. Okay? C'est pour ça que c'est un principe qui est important, mais que plusieurs organismes ont mis de côté pour toutes sortes de raisons. Parce que vous êtes tous équivalents au niveau de vos responsabilités. Ce que je veux dire par là, c'est que si les administrateurs se font poursuivre, puis que c'est une décision, imaginez par exemple là, que vous avez un comité exécutif de 4 personnes, ces personnes-là ont pris des décisions, mais les autres membres du CA, qui ne sont pas du comité exécutif, n'ont pas été consultés. Qu'est-ce qui se passe? Bien, s'il y a une poursuite, bien, les autres membres du CA se font poursuivre au même titre que les gens du comité exécutif. Fait que les décisions sont décisions de groupe et non pas des décisions de comité. Fait que le comité fait des recommandations. Fait que la structure globale de comité, c'est de faire des travaux. Après ça, d'arriver avec des recommandations. On arrive à la rencontre du CA, on présente les recommandations et le conseil d'administration accepte, refuse, questionne les recommandations du comité. OK? Fait que ça, c'est la base de comment ça devrait fonctionner. Il y a 3 types de comités dans les conseils d'administration en OBNL. Il y a les comités statutaires. Ça, c'est relativement nouveau. Les comités statutaires, on va les regarder un peu plus en détail, mais ce sont des comités qui sont prévus dans les règlements généraux, qui sont composés uniquement d'administrateurs, donc pas de DG. Le DG vient présenter, participe, mais ne fait pas partie du comité. C'est différent. Et les comités statutaires sont des comités dont la responsabilité appartient au conseil d'administration. C'est important. Après ça, il y a les comités permanents qui vont avoir des travaux annuels puis qui vont avoir, eux autres, une composition diverse. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples. Dans un festival, un comité de programmation, c'est un comité permanent. Puis en plus, on peut avoir des administrateurs, des bénévoles, des artistes. Toutes sortes de monde peuvent participer au comité de programmation. C'est un exemple. Un comité de communication ou un comité de membership. La communication et le membership sont des fonctions opérationnelles. Ce ne sont pas des fonctions du conseil d'administration, c'est des comités qui sont gérés par la direction générale et qui devraient avoir une composition diverse. Puis là, je prends la peine de préciser ces 2 comités-là parce que je vois beaucoup de CA qui se sont faits des comités, mais c'est des comités opérationnels et les travaux qui sont faits dans ces comités-là, c'est des travaux qui ont un impact sur le quotidien de la direction générale. Puis finalement, on a les comités ad hoc, qui sont des comités temporaires, précis, avec une composition diverse. Un comité sur un événement ou un comité qu'on va créer, par exemple, je parlais de déménagement tantôt, ça serait un comité ad hoc. Et le secret dans les comités, c'est... Oups! Je vais revenir... excusez-moi, je vais revenir à ça avant. Fait que les comités ad hoc, les comités permanents et les comités statutaires ont chacun leur fonction, vraiment. Actuellement, pas juste actuellement, mais il y a une recommandation globale, puis entre autres, vous allez le trouver dans certains documents de l'IGOP, l'Institut de la gouvernance des organismes privés publics, et on en parle dans les formations au Collège des administrateurs. Les OBNL qui ont des employés ne devraient pas avoir de comité exécutif. Pourquoi? Premièrement, le comité exécutif vient créer 2 classes d'administrateurs. On a les administrateurs, puis l'exemple que j'ai donné tantôt, c'est valide. Si on a des gens qui prennent des décisions, mais ça impacte la responsabilité de tout le monde. Fait qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur du cercle. OK? La création des comités statutaires, puis soyez clairs, là, un comité exécutif, par son existence, OK, par sa seule existence,
vient créer un problème parce qu'on veut se mêler des opérations. Fait qu'on se trouve à avoir des administrateurs par la nature du comité qui viennent mettre leur nez. Parce que c'est la fonction du comité exécutif dans une organisation 100% bénévole, c'est remplacer le DG. Fait qu'à partir du moment où on a un DG, on devrait mettre de côté cette structure-là pour aller vers la structure qu'on va appeler des comités statutaires. C'est la structure que vous avez à droite. Donc, dans les comités statutaires, ils vont faire des recommandations au conseil d'administration, mais en fonction de différentes responsabilités qui appartiennent au conseil d'administration, mais qui ne sont pas dans le volet opérationnel. Ça reste dans le volet de supervision et de stratégie en tant que fiduciaire et mandataire. Fait que ça veut dire quoi, ça? La plupart du temps, on va recommander la mise en place de 3 à 5 comités statutaires. Les 3 premiers comités de base, c'est le comité de gouvernance et d'éthique, je vais y aller en détail après, audit, finance et gestion des risques et le comité des ressources humaines. OK? Optionnel, mais nécessaire dans beaucoup d'OBNL, un comité de revenus. Puis là, je ne parle pas d'un comité de financement, là. Je parle d'un comité où on va discuter de nouveaux projets, de programmes, de nouvelles clientèles, où on va avoir une discussion stratégique sur la création de nouvelles sources de revenus. Ça, ce n'est pas dans la culture des OBNL, là. On commence à s'inspirer un petit peu du modèle de l'économie sociale quand on arrive avec cette philosophie-là aussi. Puis après ça, le 5e comité, c'est un comité de technologie. C'est une recommandation qu'on fait pour beaucoup dans les compagnies privées et les compagnies publiques, mais c'est valable aussi pour les OBNL parce que la technologie, ça devient une source de coût et une source de risque énorme. Fait que c'est important d'avoir des compétences et de faire des travaux sur à la fois. Prenez juste la loi 25, par exemple. La loi 25, ceux qui l'ont mis en place, là, dans la loi 25, il y a des éléments qu'il va falloir entretenir dans le temps. Ça prend donc une structure qui s'assure que, entre autres, quand on va rendre les données anonymes au bout de, je pense, 1 an, où je ne me rappelle plus des termes, là, mais l'anonymisation des données, il faut que le conseil d'administration soit conscient, puis il faut qu'il le fasse faire par sa direction. Fait qu'il y a un élément de supervision, un élément d'implantation, il y a un risque technologique, il y a un risque financier avec la technologie. Fait qu'on devrait avoir 5 comités statutaires. Ce qui veut donc dire aussi que des conseils d'administration à 5 personnes, ou à 4, ou même à 3, quand on arrive avec une philosophie de comité comme ça devient difficile. Fait qu'on va plus vers des organisations qui vont avoir 7 ou 9 administrateurs. Parce que les gens, là, vous allez me dire, oui, mais on a de la misère à recruter les 5. Oui, mais là, attends, c'est plus le même type de recrutement, là, parce que là, tu as de quoi leur faire puis à leur offrir. Fait que tu vas vouloir avoir des gens plus spécialisés en gouvernance, en finance, en revenus. En revenus, tu veux des entrepreneurs, tu veux des gens en marketing, tu veux. Fait que la composition du conseil d'administration va être influencée aussi et l'intérêt à participer au conseil d'administration va être aussi différent. Parce que les comités font partie des choses intéressantes pourquoi on veut s'impliquer. Le succès d'un comité dans un OBNL est relié à son mandat de comité. Puis le mandat va être détaillé dans une charte de comité. Là, les chartes de comité, ça fait partie des gabarits qu'on offre sur notre site Internet, là. Mais la charte de comité va reprendre qui fait partie du comité, c'est quoi les mandats, c'est quoi les compétences, etc. Vous voyez là, le détail. Là. Donc, on vient placer le cadre, puis on s'assure de l'exécution. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un comité, puis finalement, après 8 semaines de rencontres, 12 rencontres, ou je ne sais pas trop, 2 ans de travail, on n'a pas abouti à grand-chose. Parce que ce n'était pas clair au début, puis on ne savait pas c'était quoi les livrables. Ça arrive souvent. Fait que, si je vais dans le détail, vous allez voir là, les responsabilités, les principales. Il peut y en avoir d'autres, ça peut varier d'une organisation à l'autre, c'est à vous autres de regarder pour votre organisation. Le comité de gouvernance et d'éthique, ses principales responsabilités, c'est le contenu des assemblées générales. Là, je ne parle pas de louer la salle là, puis de louer le projecteur. Là. Je parle vraiment de tout le processus d'élection, de tout le processus relié au dépôt des états financiers, ainsi de suite. C'est ce comité-là où on va gérer la déontologie, l'éthique, puis les mesures qui s'y rapportent au sein du conseil d'administration. Donc, si on a besoin de se débarrasser d'un administrateur ou de choses du genre, là, je suis un peu négatif quand je dis ça, là, mais c'est là qu'on va en discuter et le comité va déposer ses recommandations au conseil. C'est le comité qui va travailler les modifications aux règlements généraux, qui va s'occuper du recrutement, de l'accueil et la gestion des administrateurs, donc le processus d'accueil dont j'ai parlé tantôt, le processus d'auto-évaluation du conseil, puis toutes les politiques relatives au conseil d'administration, comme le code d'éthique, la déclaration d'intérêt et la politique de confidentialité. Voyez-vous, là, dans ce que je viens de dire, là, il n'y a rien d'opérationnel. On est vraiment gouvernance, il n'y a rien qui touche la direction générale.
Le deuxième comité, c'est le comité finance, audit et gestion des risques. Là-dedans, on a le triangle financier que vous voyez à droite, là, budget, suivi de budget, état financier, ainsi de suite. Fait que le comité reçoit les états financiers de la direction générale, les explore, les questionne, les démolisse. Le DG retourne faire 3 versions d'états financiers. Mais après ça, quand on arrive au CA, c'est plus le DG qui dépose les états financiers. C'est le président du comité finance en disant, nous, on est à l'aise avec ces états financiers-là, on vous les recommande. Fait qu'il y a beaucoup du travail qu'on fait traditionnellement dans nos CA à toutes les 2 semaines, où on fait 3 heures à parler d'états financiers, c'est fait dans le comité. Fait qu'on gagne en efficacité. Puis ce qui devient intéressant à moyen terme, c'est d'avoir des gens qui ont des connaissances financières aussi, pour nous aider à questionner autre chose que l'état des résultats, là, dans le bilan puis le restant. C'est le comité qui va faire l'analyse des dossiers des auditeurs pour la recommandation que le CA va remettre à l'Assemblée générale. Et c'est aussi ce comité-là qui va piloter le plan de gestion des risques et l'exercice d'identification des risques. C'est aussi ce comité-là qui va recevoir l'attestation de conformité de la direction générale. L'attestation de conformité, c'est quoi? C'est le document qui est signé par la direction qui certifie le paiement des engagements publics, là, déduction à la source, ressources humaines, paiement des salaires, duquel les administrateurs sont personnellement responsables. Et finalement, le comité qui est devenu hyper important puis qu'on néglige beaucoup, c'est le comité des ressources humaines. Traditionnellement, le comité des ressources humaines, on parlait d'un sujet, c'était le DG. Parce qu'on dit, ouais, mais le DG, c'est sa job, les ressources humaines. Oui, mais il y a des éléments de gouvernance qui se doivent d'être intégrés dans la gestion du capital humain qu'on a négligé depuis longtemps. Je vais juste vous donner un exemple. Ça fait 25 ans, même 30 ans qu'on parle que les baby boomers ils s'en vont à la retraite. OK? La crise de main-d'œuvre, là, on en parle depuis 30 ans. Mais il y a combien d'entre vous qui avez développé à l'interne un plan de relève et un plan de développement des talents? Très, très peu. Puis ça, c'est une responsabilité de s'assurer que ça existe. Puis ça fait partie de la responsabilité de la gouvernance. Fait que c'est sûr qu'il y a le classique embauche, évaluation, accueil de la direction générale. Ça reste dans le comité des ressources humaines. Après ça, il y a différentes politiques de ressources humaines qui sont à mettre en place. Passer à la politique, entre autres, sur le harcèlement. Après ça, jusqu'où on va dans nos politiques d'équité, de diversité et d'inclusion? C'est une décision à prendre. Est-ce que c'est une priorité pour l'organisme? Si oui, qu'est-ce qu'on va faire comme aménagement? Est-ce qu'on a des investissements? Par exemple, si on est porté à vouloir engager des travailleurs handicapés, c'est une discussion qu'on doit avoir au conseil d'administration parce que ça va avoir un impact financier et un impact dans les risques. Fait que l'idée de rajouter de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, c'est un débat de gouvernance. Après ça, politique de rémunération. On calcule que dans les 3 prochaines années, il faut augmenter à peu près de 25 % les enveloppes de rémunération. Ne serait-ce que les 3 dernières années, là, on a une inflation autour de 16 %. Après ça, il y a 57 % des organisations qui n'ont pas de régime de retraite, puis c'est 46 qui n'ont pas d'assurance collective. Fait qu'il y a des grosses discussions à avoir sur notre capital humain. Puis ça, c'est des discussions de gouvernance qu'il faut qu'on fasse dans un comité. Le comité va aussi travailler sur la planification de la relève, le développement des talents. Votre DG, demain matin, là, elle a un accident. Avez-vous un plan de continuité des affaires? Qu'est-ce qui se passe si notre DG part à l'hôpital? Là, je ne parle pas de démissionner, là. Fait que ça, le plan de continuité des affaires dans le cadre de la relève est important. C'est à ce comité-là de le faire travailler. Et c'est le comité aussi qui va s'assurer de gérer la santé et la satisfaction du personnel. Ça fait le tour des 3 pratiques que je voulais vous apporter. Il nous reste un petit 10 minutes. Je vois qu'il vient de se rajouter au conseil. Peut-être des questions, là. Je vais prendre vos questions. Puis René, la direction générale fait beaucoup de travail qui devrait revenir au conseil d'administration. Oui, parce que la plupart du temps, les administrateurs ne sont pas formés sur qu'est-ce qui leur appartient, qu'est-ce qui devrait être fait par qui. Fait qu'on va souvent se rabattre sur notre direction générale parce qu'on n'est pas responsabilisé. Et tu n'es pas averti non plus que tu vas avoir des responsabilités quand tu rentres sur le conseil d'administration. J'en reviens sur la préparation pré-AGA. Si c'est dit qu'il y a des comités, il y a du travail, voilà ce qu'on fait dans les comités, puis qu'on vous sélectionne parce que vous avez des compétences en ressources humaines, puis on vous veut pour travailler sur le comité des ressources humaines, c'est une approche complètement différente là, en termes de responsabilisation. Merci, Patrick, pour le commentaire.
On avait aussi une petite question d'Isabelle dans la section questions en demandant en fait si le modèle de tableau de bord que tu montrais un petit peu plus tôt, Stéphane, si vous aviez le template disponible. Non, puis ça serait très dangereux d'en avoir un parce qu'il faut partir de la planification stratégique. Le crunch, la particularité, la complexité se fait dans l'identification des indicateurs. Après ça, mettre des indicateurs dans un fichier Excel, ça devient facile. Mais j'aurais beau te présenter un tableau, si tu n'as pas fait le travail préalable dans ta planification stratégique, le tableau ne sert à rien. C'est vraiment le succès est dans la mise en place des indicateurs. Merci Aurélie. Oui, tu vas avoir accès au diaporama. À la présentation. Là. Je faisais le tour. Je pense qu'on n'a pas eu d'autres questions que tu n'avais pas répondu en cours de route. Oui, j'en aurais pas quelques-unes en cours de route. Si jamais il y avait qui que ce soit qui avait une dernière question, on va prendre encore quelques instants. Puis, oui, il y en a une qui vient d'apparaître. Avez-vous quel conseil pour la transition d'un comité exécutif avec DG vers comité? Donc, tu parlais de l'abolition du comité exécutif? Bien, la première étape, c'est de les former et de leur expliquer pourquoi ça crée un problème. Marie, parce qu'à la base, ton exécutif, c'est quelque chose qui s'est créé, mais qui n'a pas changé avec le temps. OK? Puis le rôle puis il faut être aussi conscient que quand on va rentrer dans une abolition d'exécutif, on revoit un peu. Puis je vais juste revenir à la slide, si vous me permettez, là, sans vouloir vous donner mal au cœur. Là. On va revoir le rôle des officiers. OK? Puis très souvent, puis c'est pas universel, mais très souvent, notre comité finance et audit, le président de comité va être le trésorier. Le secrétaire va devenir responsable de la présidence du comité de gouvernance et la vice-présidence, le comité des ressources humaines. Fait que très souvent, on va associer les postes d'officiers à la présidence de ces nouveaux comités-là qu'on vient de créer. Fait qu'on redéfinit aussi la position des officiers en tant que tel. Merci Isabelle, merci Nancy. Puis, il y avait aussi une question de Renée là, qui a remonté vers le haut. Elle demandait qu'est-ce qu'on peut faire en tant que direction générale lorsque certains administrateurs ne s'impliquent pas. Puis ça, c'est une question un petit peu plus crunchy, assez complexe, mais... Non, c'est relativement facile. La première étape, c'est de leur proposer des choses pour s'impliquer. Mais je reviens, le processus d'accueil va t'éviter d'avoir ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape qu'il faut être conscient, c'est l'introduction d'un processus d'auto-évaluation. J'en ai parlé très brièvement, mais si vous regardez nos outils, vous irez voir, on a des capsules vidéo, on a plein de matériel là, sur le processus d'auto-évaluation. Le processus d'auto-évaluation, il y a une section où il y a des questions spécifiques où l'administrateur se pose des questions sur son implication. Quand on arrive dans un processus formel où on se pose des questions sur est-ce que j'ai contribué, est-ce que mes absences sont justifiables, très souvent, on a des démissions qui arrivent. Puis on veut ces démissions-là parce que c'est des gens qui prennent la place de quelqu'un de plus intéressant, vraiment. Mais je te dirais que c'est tous des concepts que j'explore dans les autres formations qu'on donne, là, à la fois sur le fonctionnement, les rôles et responsabilités et celles sur la gouvernance 2.0. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues aujourd'hui là, qui viennent de la gouvernance 2.0. Les trois concepts sont dans la formation gouvernance 3.0, mais on rajoute les conflits d'intérêts, la gestion des risques, etc. Bien, tout à fait. Puis moi, je peux seulement vous encourager à aller jeter un coup d'œil au site d'Espace OBNL, aux formations disponibles, énormément de contenu de qualité et toujours un plaisir de pouvoir travailler avec vous. Donc, je pense que ça fait le tour des questions. On va wrapper ça, mais si jamais il y a quoi que ce soit d'autre qui vous passe par la tête par la suite, n'hésitez pas à aller consulter autant le matériel disponible ou à nous contacter. Ça va faire plaisir d'en parler avec vous. Puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et merci encore, Stéphane, pour ta présentation. C'était très, très intéressant. Merci.